Aujourd'hui, l'équipe de Carte de visite est à Caraquette, au Nouveau-Brunswick. Caraquette n'est pas une grande ville. Elle est située à 2 heures au nord de Moncton et accueille à peine 4000 habitants. Mais elle se considère comme la capitale de l'Acadie. Et si l'industrie de la pêche est au cœur de l'économie, la culture acadienne est dans l'âme des gens de la place. La cinéaste Renée Blanchard est née à Caraquette. Après un bac en communication de l'Université d'Ottawa, elle se retrouve à Paris, à la Fondation européenne des métiers de l'image et du son. Elle est une des rares Canadiennes à fréquenter cette prestigieuse école de cinéma. Et elle y fait sa marque. En 1989, elle se retrouve membre du jury au Festival de Cannes, aux côtés de Wim Wenders et Sally Field. Si on peut sortir la fille de l'Acadie, on ne peut pas sortir l'Acadie de la fille. Après plusieurs années en France, Renée Blanchard décide de faire carrière à Caraquette. Et depuis, son travail respire son coin de pays, autant dans ses documentaires que dans ses œuvres de fiction. Renée Blanchard a été pas mal occupée ces dernières années. Elle a signé la télésérie Belle B, une série diffusée à Radio-Canada, mettant en vedette des grands noms québécois, mais surtout une certaine petite ville de la péninsule acadienne. Je vais faire comme avec maman puis vieux Félix. Je vais mettre ses cendres au pied d'un arbre. Si ça continue de même, je vais planter toute une forêt. La femme qui plantait des arbres. La femme qui enterrait son monde. Renée Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous venez d'avoir des années assez occupées. Je sais que la série Belle B a pris beaucoup de votre temps ces dernières années. Peut-être nous dire dans un premier temps comment cette télésérie-là a vu le jour. Par un concours de circonstances assez incroyable. J'écoutais à un moment donné une télésérie à la télé, donc, et qui abordait la question de l'Acadie et tout ça. Puis, ça n'avait pas trop fait mon affaire. En fait, je trouvais que c'était assez caricatural. Puis, je me rappelle que j'étais allée me coucher en me disant, mon Dieu, il me semble qu'on pourrait montrer quelque chose d'autre de l'Acadie. Enfin, je ne sais pas, une espèce de modernité, une autre manière de s'exprimer. On n'était pas toujours obligé de coucher dans les bateaux. Puis, tu sais, il y avait toute cette dimension-là. Puis, c'est vraiment parti... Ça a été l'élément déclencheur. Et puis, sans trop réfléchir, je me suis assise à mon bureau, puis j'ai écrit ce qu'on appelle un pitch, c'est-à-dire, je suis partie de l'idée de la Gaule d'Astérix, comme dans la bande dessinée, et puis où on voyait vraiment les Romains qui se posaient la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et j'ai imaginé un peu comme ça un zoom-in sur un petit village d'irréductibles qui ressemble un petit peu à Caraquette, et dans lequel, donc, il allait arriver un certain nombre de péripéties. L'élément déclencheur était l'arrivée d'un incinérateur de déchets toxiques. Et ça correspondait à quelque chose qu'on avait vraiment vécu ici et contre lequel on s'était vraiment battu. Sauf que moi, dans mon esprit, je voulais réaliser la série, mais je voulais pas l'écrire. Mm-hmm. Mais donc, vous l'avez écrite. Ben ouais, par la force des choses. Et puis, au bout de 4 épisodes, ben moi, j'ai dit, je veux réaliser. Puis là, ils ont dit, mais attends, c'est qui celle-là? On va pas en plus réaliser, parce que vraiment, si vous regardez la télésérie... qui se fait au Canada français, on va dire ça comme ça, il y a très peu de gens qui écrivent et réalisent, parce que c'est pas possible, parce qu'on vire fou. et ben là, c'est ça. Alors, j'ai négocié quand même, j'ai pas parti la série, c'est-à-dire que les 8 premiers épisodes ont été faits par un autre réalisateur. Moi, pendant ce temps-là, j'écrivais, puis les 4 derniers, ça a été comme le bonbon, ça a été mon dessert, la carotte au bout qui m'a permis d'écrire la première saison. Quel a été l'impact de cette télésérie-là sur vous, mais aussi sur l'Acadie? Je m'arrête pas vraiment beaucoup à penser à ça, pour vous dire la vérité, mais je le sais. La chose qui me faisait le plus plaisir, notamment, c'était quand des gens d'ici me disaient « Hey, c'est donc bien beau ce qu'on habite. C'est donc... Comment t'as fait pour filmer ça? » Alors que je me disais, ben, je me lève tôt le matin, c'est la première lumière du jour, c'est la belle lumière du soir, mais il n'y a pas d'effet, c'est comme ça où on vit. Donc, ça me faisait plaisir par rapport à l'intérieur, c'est-à-dire comment les gens d'ici se percevaient et la fierté que je pouvais ressentir du fait que ça marche et que ça parte d'ici. Maintenant, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Non. Dans le sens où je reste constamment avec le défi de faire de nouveaux projets. J'ai choisi de vivre dans un milieu où il n'y a pas vraiment de cinéma qui se fait. Je suis un petit peu, je dis ça bien humblement, l'exception qui confirme la règle.
une exception de longévité aussi. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici et je ne fais qu'écrire et réaliser. Hein, et puis un jardin, des choses comme ça, mais je veux dire, dans ma vie professionnelle. Mais je considère que tout est toujours à faire. Donc, j'ai pas attendu qu'il arrive rien. J'ai voulu faire autre chose, quelque chose de différent. Et dans ce sens-là, je vous dirais, ce que ça a fait pour moi, c'est de me dire, hey, OK, je l'ai fait. Je pense que j'ai réussi ça. Et puis, on a décidé d'arrêter quand c'était le temps. Et puis voilà, quoi. Bon, Belle B, c'était de la fiction, mais Oui. vous faites également des documentaires sur toute une variété de sujets. Comment vous choisissez les histoires que vous voulez raconter? Ben, c'est un peu les histoires qui me choisissent. C'est assez spécial, dans le sens où en fait, moi, je prends pas de notes. Bon, je me promène dans la vie, je vis comme vous, hein? Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a un sujet qui va venir me chercher. Et je laisse comme ça mûrir. Et tout d'un coup, s'il se passe le déclic où j'ai besoin de passer à l'écriture, ça veut dire quelque chose. Alors, presque par principe, je ne prends pas de notes dans le sens où il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Il faut que ça se place dans moi. Il faut que ça s'incarne dans quelque chose, dans une forme d'urgence. Et là, tout d'un coup, ça devient comme impossible de ne pas faire ce sujet-là. Mais je vous dirais qu'un thème récurrent, c'est l'engagement. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'engagement, sous toutes ses formes, qui vraiment m'allume. Et j'essaie même d'être conséquente vis-à-vis de l'engagement dans ma propre vie par rapport à Caraquette. Et pour en revenir à Belle B, pourquoi j'ai arrêté? Parce que je trouvais que j'étais en train de devenir une figurante dans ma propre vie, que je ne participais plus à une vie communautaire. Et donc, mon sujet se tarissait. Vous n'avez pas encore fait de long métrage de fiction? Est-ce qu'il y en a un qui se promène encore? Oui, que je veux tourner ici, dans ma maison, d'ailleurs. Ouais. Vous voulez nous en parler? Est-ce que je peux en parler? C'est-à-dire que j'aime pas parler des choses qui n'existent pas. D'accord. Mais l'idée, pour en revenir à ça, c'est que je crois que vous parliez de Belle B, mais pour revenir à ça, c'est un petit peu comme quand je me suis retrouvée, par exemple, au Festival de Cannes. Il y a des pics comme ça qui arrivent, qui font un petit peu table rase sur les choses et qui vous propulsent ailleurs, ou qui vous confortent dans des choses puis qui vous disent « Ah, j'ai plus besoin de ça ». Et c'est comme si qu'avec Belle B, c'était une grosse machine, un budget relativement important et tout ça, et que maintenant, j'ai envie de faire quelque chose, pour l'instant, d'un peu plus, entre guillemets, modeste, mais libre. Alors, essayer d'être moins formaté, et donc, forcément, pour arriver à ça, en ce qui me concerne, c'est de faire des projets un peu plus... un peu plus modeste, mais pas dans la prétention, mais dans la façon de faire pour garder vraiment de la liberté. Donc, l'idée de faire un film chez moi, c'est tout simplement parce qu'ici, il n'y a personne qui ne pourra pas me dire quoi faire. Mais chez moi, dans mon terrain de jeu qui est Caraquette. Ici, René, on est dans votre cour, et ici, dans votre cour, les arbres ont des noms, ils ont des histoires. Peut-être nous en raconter quelques-unes. Bien, en fait, ouais, c'est drôle, c'est parce que quand on est déménagé ici, il y avait déjà une histoire d'arbre qui était assez amusante. C'est que, en fait, la maison était comme toute seule et autour, il y avait très peu d'arbres parce que le vieux garçon qui habitait ici avant était très croyant et il s'est fâché à un moment donné parce que les petits jeunes volaient les pommes. Et parce qu'il y avait plein de pommiers. Et donc, apparemment, le mythe veut qu'à un moment donné, il s'est levé, il a pris sa scie à chaîne, puis il a tout coupé les arbres. Donc, les pommiers. Mais ça, c'est comme des rejetons de ça, parce que c'est des pommiers. Ce sont des rejetons, en fait, il avait coupé, puis bon, ils sont repoussés. Donc, il y a un arbre qui a été planté pour la naissance de ma fille. Il y a des arbres que les gens m'ont donnés. Par exemple, des ormes, qui n'est pas quelque chose de commun ici, que j'ai eu à travers M. Bernard Jean, qui était quelqu'un qui était assez connu à Caraquette, mais qui avait cette passion-là comme moi, et qui me les a donnés. Il m'a donné des rejetons, des arbres qu'un premier médecin de Caraquette avait importés. Bon, en fait, il y a toutes sortes d'histoires comme ça. Je dis souvent que si j'arrêtais un jour de faire mon métier, je crois que j'aimerais planter des arbres et entretenir les cours, parce que je trouve que c'est une manière, puis c'est peut-être un petit peu obsessif chez moi, une manière de changer le monde. Et quand on plante un arbre, bien, d'abord, on fait du bien à la planète, mais aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde pousser et qui change l'environnement autour de nous. Donc, j'ai développé cette passion-là. Et d'ailleurs, il y a une idée de film qui me trotte dans la tête où il sera question un peu de ça.
qui s'appellera peut-être Le temps des fleurs. Renée Blanchard, vous êtes née ici, à Caraquette. Vous avez grandi à Caraquette. Vos racines sont ici. C'est beau ici. Comment c'était grandir à Caraquette? Ben, c'était génial. C'est-à-dire que, ouais, j'ai eu une enfance très riche, heureuse. D'abord avec des parents aimants et je trouve qu'ils m'ont bien élevée. Je suis unique. Mais j'ai pas été, je pense, trop gâtée. Donc, la maison, chez moi, c'était un principe de mes parents, était la maison où tous mes amis venaient. Il y a quelque chose de très libre de vivre dans une petite localité. Il y a des gens qui n'aiment pas le fait que tout le monde se connaisse, mais je crois qu'il y a quand même assez de distance pour qu'on arrive à être qui on est. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est que très tôt, j'ai comme eu connaissance d'une espèce de sens du merveilleux. C'est mon père beaucoup qui a amené ça dans ma vie. C'est-à-dire comment faire de petits événements des choses magiques. Et je trouvais que mes parents, mon papa entre autres, avaient le don de faire ça pour moi. Et c'est comme si que cette idée du merveilleux dans les petites choses, c'est toujours ce que j'essaie de transmettre au cinéma. Donc ça part vraiment de l'enfance. Et sincèrement, le fait d'être partie des années, étudier à Ottawa, après Paris, et être revenue ici. Et quand je suis revenue, c'était comme un instinct. Je dis toujours que c'était un choix plus du cœur qu'un choix raisonné par rapport à une carrière. Mais c'était comme pour revenir à ce point d'enfance. Je pense quand même que d'où tout part, là, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport à une vision. Pourquoi le cinéma? Parce que je pense que ça correspondait à, pour moi, une manière totale de faire de l'art. C'est-à-dire que moi, j'aimais plus jeune, je m'intéressais à la comédie, c'est-à-dire j'aimais jouer, j'aimais la musique, j'aimais la photographie. Il y avait toutes ces dimensions-là. J'écrivais, disons, j'ose même pas dire aujourd'hui que j'écris, là, mais je veux dire, je faisais ça. Et donc, on dirait que ça correspondait vraiment à une manière de m'exprimer en art. Et j'aimais le défi. J'aimais ce défi parce que je ne connaissais personne qui faisait du cinéma. J'ai compris. Moi, là, je ne savais même pas comment ça se faisait, des films. J'aimais cette idée d'inventer vraiment une manière d'être dans la vie. Il n'y a personne qui pouvait me dire comment être dans la vie. Il n'y en avait pas. Et mes grands souvenirs... J'ai vraiment des points d'enfance qui sont liés à des films. Et très tôt, ça s'est inscrit dans moi. Les parapluies de Cherbourg... Love Story avec mes parents au drive-in. Tiens-toi bien après les oreilles à papa. Mon père me pardonnera pas de l'avoir. Non, mais après des films plus importants, mais tu sais, j'ai vu Whatever Happened to Baby Jane, j'ai vu ça au cinéma à Caraquette. Puis, tu sais, donc, il y a vraiment des moments d'enfance ou des souvenirs qui sont liés à ça. Tu sais, comme la première fois que j'ai pu veiller devant la télé, c'était pour les parapluies de Cherbourg. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont comme oublié de me coucher parce qu'ils étaient pris dans le film. Puis là, j'étais tellement triste parce que Catherine Deneuve allait dire non à Guy, puis que c'était chanté, puis que c'était en noir et blanc. J'ai appris 20 ans plus tard que c'était en couleur. Mais tu sais, j'étais tellement prise dans le film que là, ma nounou puis ma mère, ils ont dit, on peut pas la coucher, elle va être traumatisée. Et j'ai couché pendant une semaine entre mon père et ma mère, les pauvres, parce que j'étais traumatisée par cette histoire. Donc, voyez-vous, c'était lié... Le cinéma, ça me rentrait dedans comme rien d'autre. La Fondation européenne des métiers de l'image et du son. Oui, la FEMIS. Vous êtes la première Canadienne, vous étiez la première Canadienne, je pense, à aller. J'espère qu'il y en a d'autres après moi. Oui. Comment c'est arrivé? Ça? Mais en fait, je n'étais pas la première. C'est qu'avant, il y avait l'IDEC, qui était les hautes études cinématographiques. Ils ont changé, ils ont revampé l'école. Et à partir du moment où moi, j'ai fait application, les Canadiens qui avaient été avant moi étaient admis directement s'ils avaient une bourse. Tandis que quand c'est arrivé à moi, il fallait passer par le concours parce qu'ils ne voulaient plus avoir de passe-droit. Donc, il fallait passer à travers les étapes du concours. Je veux dire,
la beauté de l'école que j'ai faite, c'est que je payais symboliquement 1 franc par jour pour faire cette école si j'étais admise. Alors qu'aux États-Unis, il fallait être fils de riche, fille de riche pour arriver à faire ça. Tandis que là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de démocratique qui me plaisait parce que si j'arrivais à rentrer dans cette école, puis j'ai fait l'école en même temps que des gens qui venaient d'une bourgeoisie française absolument hallucinante. Moi, il se trouve que je suis rentrée au même titre qu'eux, puis qu'après, il n'y avait plus de différence. Donc, il y avait ça, puis il y avait l'idée de me rapprocher de l'Europe et d'un cinéma que j'aimais beaucoup, du cinéma d'auteur. Et puis après, donc, de revenir avec ce bagage-là ici. En 1989, vous vous êtes retrouvée comme membre du jury à Cannes. Mais voyez-vous, c'est là que la vie a comme pas d'allure. Voilà. Mais justement, comment est-ce qu'une jeune étudiante canadienne se retrouve à côté de Wim Wenders et Sally Field? Oh, ben, entre Wim Wenders et Sally Field, Wim Wenders... Non, mais c'était un concours de circonstances incroyable. C'est qu'au départ, ça devait être... le président du jury devait être Francis Ford Coppola. Et c'est lui qui avait demandé à ce qu'il y ait une voix jeune sur le Alors, jury. vous avez remplacé en plus... J'ai remplacé Francis Coppola. Ford Non, c'est pas Coppola. vrai. C'est qu'entre-temps, il a eu des problèmes avec un film qui est sorti. Il s'est retiré de la présidence du jury. C'est devenu Wim Wenders. Et Wim Wenders était tout à fait d'accord à ce qu'il y ait un jeune sur le jury. Et ce qu'ils avaient demandé, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était quelqu'un qui étudiait le cinéma, un étranger qui étudiait le cinéma en France. Ils ont fait une espèce de casting auquel je suis allée. J'ai rencontré donc le directeur de l'époque. On s'est assis, on a discuté de cinéma, on s'entendait sur rien. Ben, pas beaucoup, à part qu'on aimait nager. Puis, je suis sortie de là en me disant jamais que ça va marcher. Et dans le fond, je pense que c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait peut-être quelqu'un qui était un peu capable de défendre des idées. Puis, oui, je me suis retrouvée par un concours de circonstances assez incroyable, membre du jury. Et il y avait là, au-delà de Wenders et de Peter Handke, il y avait Krzysztof Kieślowski, qui était un grand réalisateur polonais, qui était très peu connu à l'époque. Mais moi, j'avais vu Le Décalogue, qui reste à ce jour probablement une des œuvres qui m'a le plus marquée. Et il était là. En fait, moi, j'allais pour lui. Il est décédé depuis. Mais, et donc, j'ai passé pratiquement tout le festival de Cannes avec lui, à discuter de films et puis à boire de whisky. C'était super. Non, mais tu sais, c'est ça. C'était comme une... Je sais pas, on dirait... Puis quand je suis arrivée là, dans tout ce strass et toute cette folie de Cannes et en compagnie de gens qui avaient fait beaucoup de choses et j'avais conscience que moi, j'avais comme rien fait à part que me retrouver, tu sais, au bon moment, à la bonne place. C'est là où je dis que ça a été un déclic important. Ça m'a donné le courage de revenir chez moi. C'est comme si j'avais vu Cannes comme on peut rêver de Cannes quand on commence, puis que finalement, je m'étais dit, bon, ben, il va vraiment falloir que je retourne chez moi, que je retourne à l'essence de qui je suis, de ce que je veux faire. Puis bon, peut-être qu'un jour, ça se refera. Mais on dirait que ce climax-là, à 25 ans, parce que j'ai eu 25 ans à Cannes en plus, ça m'a dicté un parcours probablement inverse de ce qui se serait passé, parce que je crois que je serais restée à Paris. Mais le fait d'avoir fait ça à ce moment-là, puis que ça correspondait à la fin de mes études, je me suis dit, allez, je retourne chez moi. Il faut que je revienne à quelque chose qui me ressemble vraiment. Donc, tu vois, c'est un peu ça ça a donné Cannes, en fait. Un retour ici. Là, René, on est dans votre jardin, mais c'est un jardin collectif. Oui, qu'est-ce qu'on fait ici? On avait évoqué l'idée de faire des jardins communautaires à Caraquette, mais j'étais pas trop intéressée à l'idée d'un jardin communautaire parce que j'aimais pas l'idée qu'on ait des lopins. Ce qui fait qu'on a décidé de faire avec des amis un jardin collectif. Donc, tout le monde travaille ensemble. Transgénérationnel. Dans le sens où notre plus jeune recrue a 2 ans et notre plus ancienne recrue a 78. Alors, entre 2 et 78 ans, vous avez 12 personnes. Notre rendez-vous dominical et on travaille ensemble et on récolte ensemble. La récolte? On partage la récolte de manière absolument pas scientifique, c'est-à-dire que ceux qui viennent se servent et puis on n'a jamais eu de problème, dans le sens que tout le monde est raisonnable, tout le monde respecte le fait qu'on aime tous bien manger, alors on partage ça. C'est une manière d'être ensemble et de se voir autrement. Maintenant,
maintenant, ce jardin, on le voit également dans votre prochain film. Oui, alors mon prochain film qui n'a toujours pas de nom, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce projet-là. Et en fait, le déclic ou l'élan, je l'ai trouvé au moment de faire le documentaire que j'ai tourné sur une année dans mon quartier, ici à Sainte-Anne-du-Bocage, dans à peu près 1 km². Et le point de départ, en fait, vient de l'artiste France Daigle, qui a acheté, sans le savoir, un bâtiment à Sainte-Anne-du-Bocage pour en faire un lieu de création. Elle a acheté l'ancien club des jeunes de Sainte-Anne-du-Bocage, qui avait été à une certaine époque un lieu de rencontre et de création pour le monde de Sainte-Anne. Donc, ça a été le point de départ de ce film-là, qui, en fait, est une réflexion, entre autres, sur l'artiste citoyen. C'est-à-dire comment on s'inspire du milieu pour créer et comment, inversement, le milieu nous nourrit, au propre comme au figuré. Ça veut-tu dire qu'on peut faire un spectacle au printemps? Oui. Oui? Moi, je crois. Voyons un plancher. Puis même que ça sera peut-être... On va faire un spectacle au sous-sol. Non, mais le plancher... du sous-sol. Le plancher sera solide à ce moment-là. Ouais. Même si c'est pas le plancher neuf, il sera bon. Là. Ma partie dans le film, parce que je fais aussi partie du film, mais je suis dans le film, c'était l'expérience d'un jardin collectif avec des gens que j'aime bien pour voir jusqu'où ça allait nous amener. Et il se trouve donc que c'est concluant puisque ça fait notre 2e année que le film est en voie d'être terminé, qu'on continue de jardiner, qu'on continue de s'apprécier. Renée, pour vous, pour votre carrière, à quel point il était important pour vous de faire carrière en Acadie? Au départ, je pense que le retour était motivé par le besoin de renouer un peu avec mon monde, avec l'enfance, que je pense qui est quand même primordial. Et après, quand je suis revenue, je n'avais pas nécessairement le... Et puis même aujourd'hui, je suis incapable de dire si je vais rester ici toute ma vie. Là. Mais j'avais pas vraiment une idée de... Je savais pas si ça allait être un passage ou pas. Je sentais qu'il fallait que je revienne après mon séjour français. Et j'ai considéré m'installer à Montréal parce que, disons, la voie de la raison aurait dû m'amener vers un grand centre pour poursuivre. Et puis, finalement, je me suis retrouvée à Caraquette. Et même entre Caraquette et Moncton, j'ai choisi Caraquette. Et j'ai jamais regretté. C'est sûr que ça a dicté mon parcours parce que ça fait un parcours un peu éclaté, un parcours où justement je touche au documentaire, à la fiction. Mais je crois quand même qu'il y a un fil qui se tient, le fil notamment de l'engagement. Et pour moi, ça a vraiment donné un sens supplémentaire. On pourrait penser que le fait de revenir comme ça, puis d'être dans un milieu où les gens vous connaissent, ça plombe un peu les ailes. Or, moi, je crois que ça m'a donné des ailes. On vous considère comme étant un artiste, une artiste acadienne, une cinéaste acadienne. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette étiquette-là? C'est-à-dire, oui, parce que oui, je suis une cinéaste et oui, j'habite en Acadie. Maintenant, ce qui est un peu délicat des fois ou ce qui peut passer moins bien en ce qui me concerne, c'est quand ça devient réducteur. C'est-à-dire, parce que vous êtes un cinéaste ou une cinéaste qui habitait à l'extérieur, vous n'êtes pas bon. Parce que si vous êtes bon, vous êtes forcément dans les grands centres. Or, moi, j'aurais pu, à un moment donné, déménager. Il se trouve que ça n'avait pas de sens pour moi. Comme je vous dis, c'est vraiment pour moi une quête de sens qui fait que je reste. Et à un moment donné, peut-être qu'il n'y aura plus de sens à être ici. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que j'ai fait un certain nombre de choses, il n'y a rien d'acquis. Je ne sais jamais comment je vais arriver à financer mon prochain film. Je ne sais jamais qui va accepter mon prochain film. Donc, soit on est dans un contexte où on a énormément d'argent dans un grand milieu et qu'on n'a plus de contraintes, ou soit on se retrouve, moi, qui est un peu à l'opposé du spectre, dans un petit milieu où, finalement, je crois que j'ai intérêt à essayer d'inventer, avec peu de moyens, des manières de faire pour continuer d'être libre. Vous êtes fille unique. Oui. Vous êtes maman d'une fille unique. Est-ce que sa vie ressemble à la vôtre? Par procuration, dans le sens où ma fille est encore jeune, elle a 15 ans, et
elle est un peu victime, victime de la vie de sa mère, dans le sens où ici, ça brasse beaucoup. Il y a un jardin communautaire, on fait des corvées, on tourne. Dans ma vie, il n'y a comme pas de différence vraiment entre ma vie et tournée. Donc, il y a tout le temps des projets, des choses. Alors, quand je dis ça, c'est un peu en rigolant, c'est que ma fille n'a pas nécessairement peut-être cette fibre-là, mais il se trouve qu'elle baigne là-dedans. Donc, je pense que sa vie, si on lui donnait le choix, c'est peut-être pas nécessairement toujours ce qu'elle ferait, mais elle baigne là-dedans et elle semble bien. Donc, j'espère... C'est drôle parce que le prochain film, le film que je suis en train de terminer... Une des trames de fond, et peut-être la plus émouvante pour moi, c'est cette question que je me pose par rapport à la transmission. Quand est-ce qu'on donne des ailes à son enfant versus quand est-ce qu'on plombe des ailes? Alors, quand on a une maison, quand on a des projets, tout ce qu'on fait autour de la vie d'un enfant et de sa propre vie, quand est-ce que ça aide notre enfant à prendre son élan et quand est-ce que ça l'arrête? Alors, toute cette question-là en filigrane, c'en est une dont je parle dans le prochain film, dans le film que je suis en train de terminer, et j'ai pas vraiment la réponse. J'espère que je donne des ailes à ma fille, mais je suis pas certaine. Renée Blanchard, merci beaucoup. Merci. Par un concours de circonstances assez incroyable, j'écoutais à un moment donné une télésérie à la télé, donc, et qui abordait la question de l'Acadie et tout ça, puis ça n'avait pas trop fait mon affaire. En fait, je trouvais que c'était assez caricatural, puis je me rappelle que j'étais allée me coucher en me disant, mon Dieu, il me semble qu'on pourrait montrer quelque chose d'autre de l'Acadie, enfin, je sais pas, une espèce de modernité, une autre manière de s'exprimer. On n'était pas toujours obligé de coucher dans les bateaux. Puis, il y avait toute cette dimension-là. Elle décide de faire carrière à Caraquet. Et depuis, son travail respire son coin de pays, autant dans ses documentaires que dans ses œuvres de fiction. Renée Blanchard a été pas mal occupée ces dernières années. Elle a signé la télésérie Belle B, une série diffusée à Radio-Canada, mettant en vedette des grands noms québécois, mais surtout une certaine petite ville de la péninsule acadienne. Je vais faire comme avec maman puis vieux Félix. Je vais mettre ses cendres au pied d'un arbre. Aujourd'hui, l'équipe de Carte de visite est à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Caraquet n'est pas une grande ville. Elle est située à 2 heures au nord de Moncton et accueille à peine 4000 habitants. Mais elle se considère comme la capitale de l'Acadie. Et si l'industrie de la pêche est au cœur de l'économie, la culture acadienne est dans l'âme des gens de la place. La cinéaste Renée Blanchard est née à Caraquet. Après un bac en communication de l'Université d'Ottawa, elle se retrouve à Paris, à la Fondation européenne des métiers de l'image et du son. Elle est une des rares Canadiennes à fréquenter cette prestigieuse école de cinéma. Et elle y fait sa marque. En 1989, elle se retrouve membre du jury au Festival de Cannes, aux côtés de Wim Wenders et Sally Field. Si on peut sortir la fille de l'Acadie, on ne peut pas sortir l'Acadie de la fille. Après plusieurs années en France, Renée Blanchard... Si ça continue de même, je vais planter toute une forêt. La femme qui plantait des arbres. La femme qui enterrait son monde.
René Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous venez d'avoir des années assez occupées. Je sais que la série Belle B a pris beaucoup de votre temps ces dernières années. Peut-être nous dire dans un premier temps comment cette télésérie-là a vu le jour.